super, ouais, on l'entend, c'est cool, ouais. Allez, on va laisser là-dessus. Bon niveau de son, bah parfait, allez, on reste là-dessus. Allez, j'attaque 3, 2, 1, comme si on était à la télévision. Et ben bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne des Intergalactiques pour notre semaine Tolkien. On attaque ce soir avec une première émission en compagnie d'Alexei, qui est doctorant et journaliste indépendant. Et ce soir, on va étudier donc la question des influences politiques et religieuses chez Tolkien. Alexei, bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ah, on t'entend un peu mal là, j'ai l'impression, Alexei. Je vais bien, je suis Ah, un peu stressé par le fait que j'ai mis un peu de temps il y à a... pouvoir faire marcher, mais ça, Bah écoute, t'as absolument pas à t'inquiéter, Alexei. On est cool, c'est la chaîne des intergalactiques, c'est la bienveillance et franchement, ça va, ça va. Donc voilà, écoute, Alexei, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton travail et ce que tu fais dans la vie? du coup, je vais commencer un doctorat l'année prochaine après 3 ans de recherche. À côté, je donne des cours je donne des cours comme vacataire à l'Institut catholique de Paris. Les uns Je upside, commence les une scintillent, vacation les comme uns chargé clap. de Bonne mission soirée tout le et monde. je donne des cours indépendants et je fais aussi quelques articles. Ok. Ça marche. Ben, on va refaire, je vais reposer la question. Alors merci The Sheriff, tout ça. Mais par contre, j'avais coupé les alertes parce qu'on va podcaster le truc et du coup, ça fait vraiment, ça va vraiment faire du parasite audio, on va dire. Donc je coupe à la fois les commandes et les alertes. Mais merci The Sheriff, hein, pour ton abonnement pour ton quatrième mois d'abonnement, c'est énorme. Merci. Je couperai ça plus tard. Alexei, je suis désolé, je vais devoir découper ça pour le podcast, donc je vais te reposer la question. Du coup, Alex, Alexei, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du coup, là, je fais des articles et je donne des cours à des lycéens et depuis peu comme vacataire à des étudiants. Mhm. Et je vais commencer, si tout se passe bien, une aide en septembre prochain. Ok. Du coup, c'est une émission qu'on a discuté il y a pas mal de temps, de discuter voilà, je mets une petite image à ta place, voilà. Hop. Donc, de parler des influences politiques et religieuses chez Tolkien. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir poursuivre cette discussion? Il y a à la fois le fait que j'ai toujours été passionné par le Seigneur des Anneaux depuis ma première lecture. Mhm. J'ai dû le lire assez jeune, je me rappelle plus exactement quand, je dirais vers 12-13 ans. Ça a été un coup de foudre. Je crois que ça a été le premier roman de fantasy que j'ai lu. Et donc, j'ai ensuite toujours eu Tolkien parmi les toiles de fond de mes lectures en fantasy. Et ensuite, j'ai toujours été intéressé par l'analyse des littératures de l'imaginaire d'un point de vue politique. Typiquement dans le cas d'Ursula K. Le Guin, des frères Strugatsky. ou- Et, et donc, Tolkien me semblait un choix évident à analyser en termes politiques. Enfin, sur l'aspect religieux, il y a à la fois le fait que c'est central pour Tolkien, et il y a le fait, pour une petite remarque plus personnelle, qu'à titre personnel, je suis croyant catholique, que la manière dont la religion pouvait influencer la vision du monde m'a toujours beaucoup intéressé, quels que soient les auteurs, et que donc ça m'intéressait spécialement chez Tolkien. D'accord. Donc, si je lis le petit texte que tu m'as filé, quelles sont pour toi les principales influences, enfin, quelles sont pour toi les principales influences politiques de Tolkien? J'ai lu une excellente référence, je la enverrai après à ceux qui sont intéressés, intitulée J.R.R. Tolkien et l'anti-moderne. Je dirais que ces influences viennent de trois sources. D'abord son catholicisme, clairement. C'est clairement son influence numéro une. Ensuite, il y a ce que j'appellerais un écologisme anarchiste de droite. En enlevant l'anarchisme de droite, c'est un concept français qui a été créé pour des auteurs des années 50-60 situés à droite ou à l'extrême droite. Tolkien a des éléments qui pour moi le rattachent à l'anarchisme de droite, mais sans la tentation fasciste et sans l'aspect jouisseur de la vie qu'ont beaucoup d'anarchistes de droite.
Et enfin, la dernière influence, ce serait un conservatisme anglais, même si Tolkien a un rapport, à mon avis, assez compliqué à l'Angleterre, et notamment à l'impérialisme anglais. Et donc pour toi, ça se ressent comment dans ces écrits, on va dire, cette idée-là? En tout cas, forcément, de nature, on est un peu étonné du fait d'entendre parler d'anarchisme de droite écologique. Ça paraît tout ça complètement enfin, antinomique de base. Bah non, première question, tu décrirais ça comment en fait? En quoi ça peut être représenté? Est-ce qu'on a par exemple, même dans le monde réel, on va dire, des exemples qui pourraient se rapporter à ça? Je pensais justement à la fois à Tolkien ou à Chesterton. Pour l'anarchisme de droite français, qui est là où le concept a été créé, je dirais que c'est assez différent parce que justement, il y a un aspect assez axé sur justement une tentation fasciste qui n'est, à mon avis, pas du tout présente chez Tolkien. Mais je dirais qu'en fait, il y a la vidéo qui m'a beaucoup marqué de Bolshevik, où à un moment, Tolkien explique notamment dans son rapport à l'État, je vais retrouver la phrase, il dit: «J'arrêterai quiconque qui utiliserait le mot État dans n'importe quel autre sens que l'Angleterre et ses habitants, qui n'a pas de pouvoir, de droit ou d'esprit, et j'exécuterai les gens qui utilisent le mot État, si jamais ils s'obstinent. En effet, le gouvernement est un nom abstrait qui signifie l'art et le processus de gouverner, et ça devrait être une offense d'écrire cela avec une lettre capitale G et de parler de gens comme étant le gouvernement. C'est-à-dire, du coup, là où je dirais sur l'aspect anarchiste, c'est au sens où pour Tolkien, le moins de gouvernement nécessaire est possible, typiquement sur la comté, et ce n'est pas dans une optique libertarienne. C'est-à-dire, ce n'est pas le marché qui supplée à l'absence de l'État, c'est l'organisation, par exemple, des hobbits. Là où je dirais de droite, c'est car c'est dans une optique que je définirais comme plutôt conservatrice. J'y reviendrai. Et sur l'aspect écologiste, c'est car cette vision typiquement des petites communautés comme les hobbits qui vivent avec un gouvernement très très light va aussi avec l'idée que ces petites communautés vivent justement à la fois en lien avec la nature et avec un refus de l'industrialisation. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair. Il me semble, en tout cas. J'ai Bandouf qui dit dans le chat, je vois pas tout à fait Tolkien là-dedans, mais dans sa prise de position anti-moderne, je peux piger ce que ça veut dire, je pense. Donc, bah, par exemple, par rapport aux questions de l'industrialisation de la société, enfin, qui généralement suit le capitalisme, c'est pas du tout le délire de Tolkien, quoi. Oui. Ok, c'était une Allô? question, hein. Oui, tu m'entends? Alexei? Ah, aïe aïe aïe. Oui, je ne t'entendais pas. Ah, d'accord. Non, je citais un commentaire de Bandoufle dans le chat. Il dit: je vois pas tout à fait Tolkien là-dedans, mais dans sa prise de position anti-moderne, je peux piger ce que ça veut dire, je pense. Donc c'est vrai que dans le Seigneur des Anneaux, on va dire que les méchants, notamment, c'est très représenté dans l'adaptation du Peter Jackson. On voit que Saruman, notamment, industrialise, coupe des forêts et pour créer en fait une terre industrielle, clairement. Et Euh, encore plus, en fait, dans le livre, à la fin, Saruman, j'y reviendrai car ce moment me paraît. À la fin, Saruman, dans le livre, après avoir perdu en Isengard, il arrive dans la comté. Et là, il remet en place un processus industriel. Tout à fait. Et donc, il y a vraiment un aspect central, basé aussi chez Tolkien pour sa part, en fait, l'expérience qui a été marquante pour lui de la Première Guerre mondiale auquel il a participé, et qui pour lui était l'exemple typique de ce à quoi amenait la civilisation industrielle. Mhm. Ok. Et du coup, donc ça fait, on va dire trois grands mouvements tolkieniens, anarchiste de droite et écologiste. Euh, ça, ça se ressent.
C'est ma question un peu large, hein, mais c'est toi qui vas développer de toute façon et je vais vraiment essayer de suivre ta pensée. Euh, Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, on a quand même c'est quelque chose de très très important, même c'est complètement vital, ça peut se rapprocher des mythes arthuriens, mais le retour du roi, enfin, il y a un gros besoin de roi pour que, notamment chez les hommes, enfin, en gros, l'État puisse fonctionner, et que en gros tout revienne un peu à sa place. Donc il a aussi peut-être cette vision de royauté qui est très importante et qui s'échappe un peu, qui échappe un peu à la question démocratique. En fait, il y a l'aspect, à titre personnel là-dessus, je dirais, l'univers de Tolkien est un univers monarchique en dehors des Hobbits. En effet. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas quand Aragorn, enfin quand il n'y a pas de roi au Gondor, il y a des intendants. Je dirais qu'en effet, en fait, oui, en même temps, il y a l'aspect, du coup, quand Aragorn, à la fin, du coup, Aragorn est devenu roi. Mhm, Et à ce moment-là, en fait, Aragorn n'avait que la comté, met en place, en fait, la comté est reconnue par, justement, la monarchie réunifiée du Gondor et de l'Arnor, et a une autonomie de fait. Et donc, en effet, chez Tolkien, il y a l'idée, je dirais que je ne pense pas que Tolkien, je ne sais pas dans quelle mesure Tolkien croit à la démocratie. Et en effet, en tout cas, de mémoire, dans Tolkien antimoderne, Tolkien déclare dans ses lettres ne pas être démocrate en considérant, un moment, je retrouve le passage. En considérant justement que, en fait, l'humilité et l'égalité sont des principes spirituels corrompus par les tentatives de les mécaniser et de les formaliser, mhm. et qui donc donnent l'inverse, avec justement une critique très forte de l'idée d'un système politique dans le sens qui est donné à partir du XVIIIe siècle. D'accord, je vais m'appuyer sur les commentaires dans le chat parce qu'il y en a qui sont super intéressants. Kugel, par exemple, dit que anarchisme de droite ou anarcho-capitalisme, c'est de toute façon un non-sens compte tenu des origines de l'anarchie et de la philosophie qui lui en est intrinsèque. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je pense également, ça c'est à titre personnel, que l'anarchisme de droite. En fait, je pense que c'est le cas. Par contre, si jamais, et du coup, en effet, à titre personnel, je ne sais pas si alors même que j'ai qualifié Tolkien comme anarchiste, je ne sais pas si je le considérerais comme tel. Par contre, je pense qu'on peut considérer que Tolkien est à la fois anti-étatiste et dans une logique qui n'est pas anarcho-capitaliste, D'accord, au sens où au sens où il n'y a pas l'idée justement que le marché doit être le régulateur. d'accord. Donc, on peut dire conservateur, peu favorable à l'État et favorable à l'organisation à la base. Je ne sais pas si c'est un bon. Je sais pas, je t'écoute en tout cas pour voir comment Mais, je peux rebondir. mais, mais, Euh, du, mais du coup, voilà comment je définirais. ok. Du coup, on a vu un peu avec les hobbits et les humains cet aspect politique de Tolkien. Oui, avec quelque chose qui. Non, désolé. Non, non, vas-y, continue, Alexei, je t'en prie. Qui, à mon avis, pourrait. C'est que Tolkien a aussi une vision du monde qui va en partie avec son antimodernisme, qui est une vision à la fois fondamentalement pessimiste, que Tolkien est très grimdark en un sens, et optimiste à la fin. C'est-à-dire pour Tolkien, l'histoire du monde et l'histoire spécifiquement de la Terre du Milieu depuis le Silmarillion est une longue défaite. Les elfes et les hommes luttent contre Morgoth puis contre Sauron, et ils perdent petit à petit. Et pour Tolkien, il y a l'idée que la seule chose qui peut empêcher la longue défaite est l'espoir insensé de la catastrophe heureuse, Mhm. qui justement renverse cela,
qui, dans Le Seigneur des Anneaux, est le moment où tout est perdu et où Gollum tombe dans le feu avec l'anneau. Oui, le catastrophe, j'avais lu quelque chose là-dessus, effectivement, pour l'expliquer un petit peu, enfin, si je me permets. Le catastrophe, c'est en fait, c'est vraiment l'inverse de la catastrophe ou de l'accident. C'est vraiment, mais c'est l'accident effectivement heureux, c'est-à-dire que, effectivement, les bouquins de Tolkien finissent généralement un peu comme ça, c'est-à-dire que, tout le monde se fait un peu ramasser, etc. Et il va arriver un truc un peu inattendu qui est un accident, vraiment, quelqu'un qui trébuche, hein, dans ce cas-là, et qui va sauver la situation un peu à la dernière minute et régler, on va dire, le problème en cours, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, j'ai lu un article là-dessus, c'était ultra intéressant, que le catastrophe, donc le catastrophe s'écrit EU et catastrophe, effectivement une vision de Tolkien très très précise et qui fonctionne sur, mon Dieu, on s'en sort à la dernière minute, quoi. Et je rebondis sur le catastrophe au sens où là où ça se voit le plus, c'est le Silmarillion, et notamment les enfants de Húrin. D'accord. Je ne sais Les enfants de Húrin m'a toujours fasciné parce que c'est un texte de Tolkien extrêmement sombre, hein, pour le coup. C'est-à-dire, Túrin a une malédiction qui pèse sur lui. Partout où il va emmener la catastrophe, alors même que c'est un très bon guerrier, mais car justement, il va conseiller, par exemple, de mener des raids plus audacieux qui vont faire que Morgoth va envoyer une armée pour raser la ville elfe. Et en fait, Túrin montre qu'en fait, le Silmarillion qui à la fin va épouser sa sœur sans le savoir, tuer un dragon et se suicider quand il va savoir qu'il a épousé sa sœur. Túrin est l'incarnation totale du fait que le monde de Tolkien, au moment où du Silmarillion, est un monde extrêmement sombre, mais en fait Morgoth est vraiment le seigneur du monde. Et ce qui enlève, on a souvent une impression que Tolkien est assez peu grimdark. En fait, Tolkien est vraiment grimdark Ça veut dire dans quoi? le catastrophe. Ça veut dire quoi, Green Dark? Euh, ah, Grimdark, c'est un courant, enfin, c'est le terme qui est parfois donné à un courant de fantasy, qui est par exemple le Trône de Fer, ou le Sorceleur, ou le Prince du Néant, et qui est une fantasy très, à la fois avec une vision du monde assez pessimiste. Le monde marche mal, les méchants gagnent et les gentils perdent ou deviennent méchants, et avec en même temps un aspect très réaliste de la fantasy, qui est dans le Trône de Fer, l'aspect grim. D'accord. Oui, donc il y a bon, parfois je pense que certaines personnes, non, c'est pas de la dark fantasy, c'est quand même différent. Dark fantasy, on est plus proche de, comment ça s'appelle déjà, Berserk, etc. Et il y a un côté assez réaliste aussi, j'ai l'impression, dans le Green Dark aussi. Oui, et en fait, chez Tolkien, il y a cet aspect rarement, mais parfois, et typiquement dans Les Enfants de Húrin. Ok. Donc, les enfants de Uri, donc c'est l'histoire de ce chevalier malchanceux qui va donc faire des choses avec sa sœur et combattre Morgoth. Pareil, est-ce que tu Oui. pourrais décrire pour peut-être des gens qui connaissent pas trop la mythologie de Tolkien, puisqu'on connaît bien Sauron généralement grâce au film, mais Morgoth, c'est qui à base et qu'est-ce qu'il représente et il vient d'où? Moi je le sais, mais je trouve que c'est super intéressant de le rappeler. Ah oui, tout à fait, désolé, Non, je t'en prie. En fait, du coup, dans la vision du monde de Tolkien, et là, je reviens sur les influences, est structurée par son catholicisme. Et donc, la Terre du Milieu est définie par Tolkien comme ce qu'il appelle une création secondaire. C'est-à-dire que dans la vision de Tolkien, les hommes ont la capacité de créer des univers qui, sans être réels, sont des reflets de la création, au sens chrétien. Et donc, la Terre du Milieu commence quand Ilúvatar, qui est clairement l'allégorie de Dieu dans l'univers de Tolkien, Ilúvatar commence à créer le monde par son chant. Ilúvatar crée des êtres qu'on appelle les Valar, qui sont un peu l'équivalent des anges chrétiens, mais avec un aspect très marqué, spécialisé. En fait, c'est comme les dieux grecs ou les dieux scandinaves, mais qui, dans la hiérarchie, seraient l'équivalent des anges chrétiens. Donc, il crée les Valar qui chantent et enrichissent ce qu'il fait. Sauf qu'à ce moment-là, il y a l'un des Valar qui se met à vouloir que son chant l'emporte sur le chant de tous les autres Valar et d'Ilúvatar. Et ces Valar, son chant ne gagne pas
mais fait que le monde est différent et moins bien que ce qu'il aurait dû être, le début de la catastrophe. Après, Ilúvatar laisse les Valar gérer le monde pour ses enfants qui vont arriver, qui sont justement les elfes, les Elfmélena. Sauf que Morgoth va aussi prendre forme incarnée et va se mettre à combattre les Valar. Il va donc, et en fait, Morgoth et les Valar vont tous les deux avoir des esprits mineurs, des esprits moins importants, mais forts qui vont se rallier à eux, qui sont par exemple Gandalf, Sauron ou les Balrogs. Mhm. C'est-à-dire, il faut imaginer une hiérarchie à 3 niveaux, avec Ilúvatar Dieu, les Valar et Morgoth qui s'est rebellé, et en dessous des Valar, les Maias qui sont les esprits comme Gandalf, et en dessous de Morgoth, aussi des Maias qui sont Sauron ou les Balrogs. Et Oh, donc, vas-y, vas-y. et enfin, du coup, Morgoth va combattre plusieurs fois les Valar, et va en même temps capturer des elfes et les transformer en orques après des milliers d'années de torture. Sachant que les elfes et les orques de Tolkien sont essentiellement des allégories. Les elfes sont une allégorie qui est très la quintessence de l'esprit humain, et les orques seraient des allégories de la quintessence de l'humanité déchue, ou plutôt des elfes déchus. Et du coup, les elfes vont décider contre l'avis des Valar de rentrer en guerre tout seuls contre Morgoth, qui va être une guerre épique où les elfes vont perdre. D'autant que les Valar vont leur refuser leur soutien parce que les elfes avaient massacré des elfes qui ne voulaient pas partir combattre. Et à la fin, Morgoth est vaincu. Les Valar décident de ne plus agir. Et un lieutenant de Morgoth, Sauron, prend son indépendance et décide de reprendre le flambeau de Morgoth. C'est ce qu'on voit notamment dans la série actuellement, Les Anneaux de Pouvoir qui est en cours sur. C'est sur quoi déjà? C'est Amazon, oui. Amazon, ouais. Oui, c'est Amazon, Oui. ouais. Elle parle un tout petit peu de Morgoth, oui. Mhm. Et surtout de Sauron qui est un lieutenant, etc. Et que les elfes, enfin notamment certains, essayent encore de poursuivre après les anciens combats. Oui, qui Euh, pour le coup n'est pas la mythologie de Tolkien. Une petite, normalement, en fait, Sauron va commencer par dire aux elfes qu'il a changé et par les aider à forger les anneaux. les fameux anneaux du coup. Pour reprendre un peu tes notes intéressantes sur la politique, on peut prendre des exemples un peu précis comme Numénor ou Gondor. Tu dis qu'ils sont décrits comme des gouvernements impérialistes. Oui, en fait, ça se voit moins, ça se voit peu dans le film, et encore moins dans la série qui a décidé de changer Numénor en les décrivant comme isolationnistes. En fait, Numénor, c'est une... Si je parle trop. Non, non, bah c'était là pour ça, c'est pas moi qui vais parler à ta place, hein. En fait, Numénor s'inspire Numénor, au début, c'est les elfes décident de récompenser les humains qui se sont battus à leur côté tout le temps contre Morgoth. Et les Valar les récompensent aussi. Et les Valar leur attribuent une vie plus longue, même si c'est pas l'immortalité, et une île paradisiaque où ils peuvent créer une société qui a pas mal de traits assez utopiques pour Tolkien. Mhm. Donc, ils créent Numénor. Et en fait, Numénor, du coup, ce qui va se passer au début, c'est que Sauron, justement, revient et que les elfes demandent de l'aide à Numénor. Numénor va beaucoup hésiter dans un débat dramatique qui est appelé le conte du navigateur. Et en fait, dans le débat, il y a d'un côté ne pas combattre Sauron, signifie le laisser gagner, mais le combattre signifie corrompre Numénor, qui donc va devenir militariste. Finalement, Numénor va décider de combattre. Et du coup, quand ils vont décider, Numénor, du coup, va vaincre, va repousser Sauron. Mais Numénor, à la fois, va commencer à s'implanter ailleurs. Et en plus, Numénor, alors, ils vivent plus longtemps.
et ils veulent absolument vivre éternellement. Le fait qu'ils vivent plus longtemps les traumatise sur leur mort. Donc Numénor devient de plus en plus en mode on veut vivre plus longtemps et pour canaliser la peur de la mort, on fait des tombeaux géants et on commence à contrôler d'autres terres. Il commence du coup à considérer que les elfes sont énervants car ils vivent très longtemps et que donc ils leur ont peut-être volé la vie longue. Et Numénor, du coup, et progressivement, Numénor, qui est une île au milieu d'un océan, se met à coloniser à coloniser des territoires en dehors de leur île. Et à la fin, Numénor combat une dernière fois Sauron qui s'était repoussé du col. Numénor bat Sauron, ils sont vraiment très puissants. Et après, Sauron est intégré comme conseiller. Il explique que je n'avais pas compris que. Et Numénor devient. Je ne sais pas si tu vois les elfes noirs dans Warhammer Ouais. ou chez Michael ou les Ménilboniens. Mhm. En fait, à la fin, Numénor chez Tolkien, c'est Ménilboniens. C'est-à-dire c'est les vaisseaux noirs de Numénor Mm. arrivent sur les côtes, capturent des gens et font des sacrifices humains. Ah ouais, quand même. Oui, Violence, quoi. oui. Et à la fin, du coup, ce qui va se passer avec Numénor, du coup, Numénor est en plein trip en mode on contrôle le monde entier. Il se met et Sauron va dire il ne vous reste plus qu'à éliminer les Valar. Et à ce moment-là, vous aurez la vie éternelle. Le roi du Numénor, qui est déjà devenu totalement mégalomane, est en mode super, je vais y aller. Il envoie une flotte. Là, les Valar s'énervent et ils engloutissent Numénor. Ah ouais, d'accord. Et en fait, après, justement, je parlais du Gondor. En fait, le Gondor est le survivant de Numénor. Mhm. Et le Gondor a aussi sa phase impérialiste, même si elle est plus modeste. Mais par exemple, les Rohirrim, au début, c'était plus ou moins des peuples faits vassaux du Gondor. Et donc, le Gondor mène un peu ça, mais ensuite, il s'affaiblit assez vite. Et du coup, en fait, le Gondor, c'est la dizaine de bateaux auxquels les Valar ont autorisé à quitter Numénor, parce qu'ils D'accord. n'avaient pas suivi le reste de l'île. D'accord. Et ça se traduit comment, ce côté impérialiste, du coup, tu trouves par le côté... parce qu'à la base, ils sont contents sur leur île. En plus, les parallèles que, par rapport au personnage que tu viens d'expliquer sont assez évidents. En gros, Morgoth et Lucifer. Numénor, on est plutôt sur un peu le mythe de l'Atlantide. On est un peu aussi sur ces mythes-là qui reviennent et ce qu'ils décident de raconter avec. Euh, Et sur les elfes, du coup, quel est leur système politique? Les elfes, on en sait. Juste d'ailleurs, sur Numénor, pour l'impérialisme, je vais donner un exemple avec, je vais citer Tolkien himself. Le royaume de Numénor perdura jusqu'à la fin du second âge et sans cesse s'accrut en puissance et en splendeur. Le premier signe de l'ombre qui devait offusquer Numénor survint sous le règne de Tarminastir XIe le roi. Il aimait les elfes mais il les jalousait. Les Numériens étaient devenus de grands navigateurs. Or, ils se prirent à désirer l'Occident et ils languissaient de voguer sur les eaux interdites des Valar. Et plus ils vivaient dans la joie, plus lancinante était leur aspiration à l'immortalité. Et là, il y a au début, les Numériens abordaient la terre du milieu en maîtres et en amis des hommes moindres opprimés par Sauron. Mais voici que leurs ports devinrent des forteresses tenant en suggestion de vastes portions du littoral. Atamanamir et ses descendants levaient un lourd tribut, et les navires des Numériens revenaient chargés de butin. Je ne sais pas si Oui, c'est l'exemple sur d'accord. développe, comment Nimnor développe son impérialisme. Sur les elfes, leur système politique, on en sait assez peu pour le coup. On devine que ça doit être un système monarchique féodal, avec, dans le Silmarillion, c'est un peu évoqué, il y a un grand roi, mais dont l'autorité a quand même l'air assez historique, et une série de seigneurs féodaux. Je sais pas si féodal est le bon terme, mais... Et ensuite, sur les elfes,
En fait, ce qui est amusant, c'est que tout le monde a l'idée que pour Tolkien, les elfes sont parfaits. En fait, c'est le cas des elfes du troisième âge du Seigneur des Anneaux. Mais dans le premier et le deuxième âge, les elfes sont assez souvent pas très sympathiques. D'accord. Ok, pourquoi ils sont pas super sympathiques? En gros, ils veulent Du coup, les elfes qui arrivent en Terre du Milieu, il y a deux types d'elfes. Les elfes des forêts, genre les glaces, qui eux sont en fait les elfes qui n'ont pas rencontré les Valar et qui pour les autres elfes sont vraiment vus comme des bouseux. Et les Noldor, Concombre, Galadriel. Et en fait, les Noldor, ils veulent récupérer des objets que Morgoth leur a volés. Et pour ça, ils sont prêts à liquider quiconque ils voient comme pouvant les empêcher de récupérer ces objets. Ils commencent d'ailleurs par avoir des bateaux. Ils en ont pas, c'est d'autres elfes qui les ont. Et donc, Fëanor, qui veut récupérer les objets que Morgoth lui a volés, ordonne de massacrer les elfes avec les bateaux pour piquer leurs bateaux. Ok. Si je reprends aussi tes notes pour m'appuyer pour la discussion, on peut parler de deux points. Le premier qui me semble très intéressant dans ce que tu as développé, dans ce que tu m'as envoyé. Et pourtant c'était pas mal, je sais que c'était pas mal traité dans des documentaires, des choses comme ça que j'essaye de récupérer d'ailleurs pour cette semaine, j'ai un peu de mal. Le rapport à la guerre de Tolkien, puisque voilà, il est quand même beaucoup question de bataille, de guerre, de guerre de position, de guerre politique, etc. Lui, on sait qu'il a aussi participé à la Première Guerre mondiale et qu'il est revenu transformer, et que ça fait partie aussi beaucoup comment dire, des choses qui ont inspiré le Seigneur des Anneaux. C'est très connu hein, comme fait. Comment on voit la guerre Tolkien? En fait, Tolkien, il y a une triple. Tolkien est souvent considéré, et à mon avis, pas mal une partie de la fantasy inspirée de Tolkien s'est plantée là-dessus, comme ayant une vision de la guerre high fantasy, où il y a des héros, des batailles et où tout est propre. En fait, c'est à la fois en partie vrai, mais en même temps, il y a fortement chez Tolkien l'aspect de la guerre est fondamentalement mauvaise. Et typiquement, justement, dans ces personnages de la communauté de l'anneau, Boromir est celui qui veut voler l'anneau à Frodon. Et Boromir est décrit comme étant uniquement un guerrier. Là où Faramir, son frère, fait la guerre, mais sans aimer la guerre. Il fait la guerre car il considère que c'est nécessaire pour se défendre contre Sauron, mais en même temps, il voit la guerre comme étant mauvaise. Et ensuite, Tolkien a également une représentation qui, à mon avis, est assez intéressante sur la guerre, au sens où, en fait, il est conscient de l'aspect beaucoup moins épique de la guerre. Et en fait, il en parle beaucoup via les orques. Il y a souvent des moments où les orques parlent, et en fait, on a l'impression que ça pourrait être des mercenaires dans le Trône de Fer. Est-ce Mhm. que je peux lire un extrait pour montrer à tout le monde? Ouais, bien sûr. Il y a du coup il y a les orques qui se sont massacrés entre eux. Ils ont capturé Frodon. Ils se sont disputés pour la côte de mailles de Frodon et ils se sont massacrés entre eux. Et ce que ça donne, c'est tu ne veux pas y retourner, dis-tu. Le diable t'emporte, Naga, espèce de petite larve. Si tu me crois assez esquinté pour pouvoir te moquer de moi, tu te trompes. Viens par ici et je te fais sortir les yeux de la tête, comme je viens de le faire à Ragwood. Et quand d'autres gars arriveront, je m'occuperai de toi. Ils ne viendront pas avant que vous soyez morts, en tout cas. Je vous ai dit 2 fois que le port de Gorbad était arrivé à la porte le premier et qu'aucun des nôtres n'était sorti. Je ne vais pas redescendre cet escalier que vous soyez capitaine ou non. Je me suis battu pour la tour, mais vous avez fait un beau gâchis, vous autres, les 2 beaux capitaines, à vous battre pour le butin. J'avais mes ordres, c'est Gorbak qui a tout commencé en essayant de chipper cette jolie chemise. Et en fait, le ton des orques, ça pourrait totalement être un ton de mercenaire dans le Trône de Fer. Vous vo- Ce qui est intéressant, je m'appuie sur ta note, mais parce que je trouve que c'était vraiment un angle très intéressant que tu développais. C'est vrai que, surtout pour avoir lu un peu plus de fantasy depuis, j'en ai très peu lu. Hein. Moi, c'est ça que j'ai monté un festival de science-fiction. La fantasy, c'est quelque chose que j'en ai lu, hein, bien entendu. J'ai lu le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, tout team, plus d'autres choses, hein, ça va de soi.
mais c'est pas mon grand truc. Par contre, dernièrement, je redécouvre notamment les grands auteurs français que je considère contemporains, que sont Jaworski, Patrick Doudnay, Claire Duvivier, Guillaume Chahamaladjian. Pour ne citer que. Et c'est vrai que, par exemple, quand on a Patrick Doudnay ou Jaworski parle de, bah, il va y avoir une bataille, etc. Et là, on est vraiment généralement très proche des guerriers, des gens qui se préparent, même de parfois de leur entraînement. Enfin, on est posé au milieu d'eux. C'est vrai que Tolkien, on peut avoir cette image, mais tu l'as déjà un petit peu dit, que on a des combats, ben, ils sont tous en armure, ils se pointent sur le champ de bataille, ils sont tous beaux, bien coiffés, et puis ben, ça va charcler du troll concrètement, puis ils vont prendre quelques coups, bien entendu. Tandis que quand je lis ces auteurs que je viens de citer, et il y en a beaucoup d'autres, je les cite parce que c'est ceux que je connais le plus, on se retrouve parfois vraiment à se rendre compte effectivement que autour d'un camp militaire, il n'y a pas que le camp militaire avec les soldats, il y a aussi tout un tas de trucs qui se mettent en place. Il y a il y a du marché, il y a de la vente, il y a il y a des gens qui vendent des trucs, il y a des bordels, il y a toute une économie qui se met aussi en place, je trouve, autour des camps militaires, qui sont un peu posés, qui soient en siège ou autre, qu'on ne retrouve pas trop chez Tolkien. Et je crois que tu as cité le mot intendance, je trouve ça super intéressant. En fait, il y a un moment où Tolkien parle vraiment de la tendance militaire. Et c'est quand il parle du Mordor, justement. C'est quand il y a en fait Frodon et Sam qui se demandent comment est-ce que Sauron nourrit ses armées, parce que tout est désolé. Et il y a, mais je n'ai plus le passage immédiatement là, mais ce qu'il dit, c'est qu'il ne savait rien des convois de ravitaillement qui traversaient, des vastes terres cultivées. Et c'est là où on comprend qu'en fait, Tolkien parle de la guerre moderne, parle de l'intendance dans la guerre, mais justement vraiment en lien avec Sauron. D'accord. Voilà, donc oui, ben, je reprends tête. Deuxième point, à moins que tu aies autre chose à dire sur la guerre, moi j'ai pas d'autres questions. On peut aussi citer le Trône de Fer, enfin Game of Thrones, hein, tout simplement pour la question de l'intendance de guerre et sur, on va dire, tout ce qui tourne un peu autour. J'ai pensé à Faramir à un moment où il dit, mais à présent, si les Rohirrim ne sont devenus plus semblables par certains côtés ayant développé leurs arts et leur douceur, nous aussi, il parle du Gondor, nous sommes devenus plus semblables à eux, et nous ne pouvons pas revendiquer le titre d'homme de haut. Nous sommes devenus des hommes du milieu, du crépuscule, mais avec le souvenir d'autre chose. Jusque-là, c'est assez classique. C'est après, car comme les Rohirrim, nous aimons à présent la guerre et la valeur, en tant que chose bonne en soi, en même temps jeu et fin. Et quoique nous considérions toujours qu'un guerrier doit avoir d'autres talents que de manier les armes et de tuer, nous ne l'emplaçons pas moins au-dessus des hommes des autres professions. Ainsi le veut la nécessité de mes jours. Tel était mon frère Boromir, homme très vaillant, considéré à ce titre comme le meilleur du Gondor. On comprend, c'est que Faramir voit très bien quel est le système de valeurs qui est un système guerrier, mais qu'en un sens, il ne s'inclut pas dedans. Ou en tout cas, qu'il voit ça comme une déchéance. D'accord. Je sais pas si... Mais ce passage m'avait marqué. Ouais, ouais, non, non, c'est vraiment ultra intéressant comme point de vue. Effectivement, en plus, la fraternité Boromir-Faramir est très très intéressante, notamment je trouve plutôt pas mal exploitée dans l'adaptation de Peter Jackson. C'est plutôt du bon travail, puisque en plus c'est des personnages auxquels on s'attache et qui sont très bien incarnés. Autre point, puisque l'heure avance un petit à petit quand même, j'ai trouvé très intéressant, c'est ton point suivant, c'était donc le racisme chez Tolkien, donc chose très, très intéressante, je pense, à développer. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Il y a eu justement, j'ai en fait beaucoup déjà de questions sur est-ce que les visions des orques et des elfes étaient racistes. Pour le coup, je ne pense pas, ou alors peut-être de manière, en fait, de manière semi-inconsciente et en même temps semi-conscientisée comme c'est le cas dans mon représentation, mais c'est peut-être pas vrai, par Tolkien sur les orques. Euh, Oui, bah, de toute façon, en plus, Tolkien, on le sait bien, c'était une grosse question, enfin même qui court encore, qui a été repris par tout simplement les mouvements nationalistes, etc.
C'est très très connu. Et aussi le fait que ben, on voit ça avec les anneaux de pouvoir actuellement, tout le Bataclan qui est fait autour des personnes racisées qui apparaissent dedans. Euh, donc, par exemple, tu dis. Nanana, En, pardon. en fait, Ouais, pardon. Je me perds dans en mes fait, notes. non, Tolkien, Tolkien, il y a une logique de hiérarchie entre les humains, au sens où les Númenóriens, mais en fait, qui n'est pas sur une logique raciale ou ethnique, qui est sur une logique, qui est sur une logique, les Númenóriens ou la civilisation qui se rapproche le plus des elfes, et les elfes sont vus comme le modèle d'une bonne civilisation. Une bonne civilisation n'étant pas guerrière. Il y a Mhm, vraiment ce rapport à la guerre très important. Et en fait, ce qui donne ensuite, disons que pour Tolkien, il y a l'aspect la guerre est nécessaire car le monde est corrompu. Mais aimer la guerre pour soi est un signe éclatant de corruption. Ensuite, pour Tolkien, on sait, Tolkien était à titre personnel un opposant à l'apartheid. Il en a parlé plusieurs fois, y compris avant que ça devienne assez courant. Et Tolkien, en fait, le moment où il en parle, c'est amusant parce que ce serait mal, c'est peu interprété, voire pas du tout dans les films. C'est du coup, les Númenóriens arrivent du coup en Terre du Milieu et fondent le Gondor. Et en fait, le Gondor se met à avoir des liens avec du coup des humains vassaux qui considèrent comme culturellement moins avancés, qui sont les Rohirrim. mhm, Les Rohirrim qui, eux, sont clairement inspirés des cultures anglo-saxonnes du 8e siècle. Euh, et en fait, du coup, les Rohirrim, après, du coup, il y a une guerre civile au Gondor qui explose, parce qu'en fait, l'héritier du trône du Gondor s'est marié avec une jeune femme qui est une proto-Rohirrim, et que donc, il y a pas mal de seigneurs qui refusent que son fils monte sur le trône, parce qu'il n'est pas un pur Nimnérien. Il y a une guerre civile très violente qui explose, qui est ce qui va affaiblir le plus le Gondor. Finalement, les gens avec un discours sur les purs Númenóriens perdent et se réfugient en Umbar, là où il y a les pirates dans le film. ouais, bah ouais. Car en fait, les pirates d'Umbar se considèrent comme descendants des prétentions du royaume dissident de Gondor. Ok. Euh, Et vas-y, vas-y. non, je réfléchis du coup à est-ce qu'il y a... euh, je dirais qu'en fait, pour Tolkien, du coup, en fait, en un sens, est-ce qu'il y a des éléments ethnicisants de la représentation des orques par Tolkien? Oui. Est-ce qu'ils sont voulus comme tels? Je dirais que non. Et dans mes notes, j'avais dit qu'en un sens, la représentation des orques qu'avait après fait toute une partie de la fantasy me semblait plus raciste. Parce que justement, en fait, cette représentation essaye de prendre le contre-pied de la représentation de Tolkien. Je pense à Warcraft, par exemple. Mhm. Elle décrit les orques comme, du coup, d'une manière plus positive que Tolkien. Enfin, et en même temps, du coup, pour le coup, elle ethnicise vraiment les orques. Je sais pas si je suis clair. Ouais, si, si. Et en même temps, les orques continuent à avoir un certain nombre de traits négatifs parce que c'est inspiré de Tolkien et que dans la vision de Tolkien, les orques sont en fait une humanité déchue. Oh, sur Tolkien, les orques et la guerre, je pensais à quelque chose dans Les Enfants de Húrin. Húrin, du coup, le chevalier maudit, il s'est fait virer du royaume elfe où il était après à s'être bagarré avec un conseiller qu'il a insulté et a insulté les humains et sa famille. Oui, les elfes sont pas très sympathiques parfois dans le Silmarillion. Le type expliquait que les humains se baladaient tout nus.
un peu en mode les humains sont des singes primitifs. D'accord. Et après, du coup, il a été viré et pour survivre, il s'est rapproché d'une troupe de bandits. Et du coup, il se balade dans la forêt. Mais soudain, il perçut un cri, et d'un buisson de coudrier, une jeune femme émergea précipitamment. Ses vêtements étaient déchirés par les épines et elle avait grand-peur, et trébuchant, elle tomba haletant à terre. Alors Thurine, se ruant vers le bosquet l'épée nue, abattit un homme qui jaillissait du fourré à la poursuite de la jeune femme. Et c'est seulement en frappant qu'il reconnut Forveg, qui est du coup le chef de sa bande de hors-la-loi. Après, du coup, il y a un autre hors-la-loi qui arrive, qui fait du mauvais travail. Là, il y a Thurine qui s'énerve. Et non, Thurine, et en fait, ce que dit Thurine, c'est: où sont donc les orques? Les avez-vous gagnés de vitesse pour lui porter secours? Et en fait, ce qui est très frappant, c'est que là, ça pourrait totalement être une scène Grimdark Fantasy. Et qu'en fait, Thurine reste dans la vision épique et l'impose à ses compagnons. Je sais pas si c'est clair. Oui, je vois ce que tu veux dire en fait. Donc ça, c'est tout simplement ouais du merde. J'ai pas trouvé le mot, mais du ah non, je trouve pas le mot. Non, je sens que j'ai pas y arriver. Mais, et d'ailleurs, après, du coup, ce que va faire Thurine, c'est qu'il va rassembler les hors-la-loi et il va leur dire bon, on va aller combattre Morgoth et on arrête d'interagir avec les petits villages humains. Il y a quasi l'aspect. En fait, oui, il y a quasi l'aspect on sort du Grimdark pour revenir à l'épique. D'accord. En tout cas, j'ai retrouvé en fait la phrase que tu avais mis, etc., qui m'intéressait à mort sur les influences de Tolkien dans la contre-culture, puisque c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Effectivement, Tolkien, on se souvient que, à l'instar d'un Heinlein avec En Terre étrangère, Tolkien en fait était ultra apprécié des hippies des années 60 et il y a les Campo Hobbit comme tu les cites. Et aussi du coup aussi par l'extrême droite comme je disais tout à l'heure, etc. Donc Les Campo Vite, d'ailleurs, c'est pas les hippies, c'est l'extrême c'est droite l'extrême droite, italienne. pardon. C'est l'extrême droite néofasciste. Et en fait, qui en Italie a un parti, le mouvement social italien, faisait entre 5 et 6% des voix déjà à l'époque, et qui avait des camps de jeunesse qu'ils ont appelés les Campo Hobbit. Ok, donc c'est la vraie grosse récupération politique quoi du coup. Oui. Et ben écoute, je te propose de Qu'est-ce que tu voulais dire sur ça? bah moi j'ai toujours trouvé ça assez fascinant comme à la fois ben, des hippies des années 60 c'est très connu sur les campus américains vraiment à l'instar de En Terre étrangère puis il y a d'autres bouquins comme ça avaient tendance à vraiment être ben, en mode ben, on a tout compris à Tolkien et il faut revenir à ça, enfin retourner un peu en arrière. Et à la fois, ben, tout simplement, ben, leur opposant un peu direct, on va dire entre guillemets, les fascistes qui vont aussi y trouver plus ou moins du grain à moudre. Oui, en fait, j'avais vu la vidéo de Bolshevik qui était très bonne là-dessus. Je sais pas si tu l'as vu. Si, je l'ai vu, bien sûr. Oui, ben, Benjamin, ça fait partie de la famille du festival. Donc ouais, bien sûr, je l'ai vu. C'est une excellente vidéo. En fait, ce qui Est-ce que m'a tu, amusé, attends, est-ce que tu peux dire un petit mot sur cette vidéo, expliquer juste rapidement ce qu'elle traite dans. oui, du coup, c'est une vidéo qui analyse comment est-ce que Tolkien est-il une allégorie politique d'abord en évoquant est-ce que ça pourrait être une allégorie de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale, qui revient de manière très intéressante sur qu'est-ce qu'une allégorie, le rapport de Tolkien à l'allégorie politique et la manière dont Tolkien a été influencé par son époque. Et enfin, qui analyse comment est-ce que Tolkien a en effet pu influencer des hippies assez à gauche, une partie de l'extrême droite, etc. Donc des courants très divers. D'ailleurs, je rajouterais, et ça aussi sur Tolkien, Tolkien a influencé la droite conservatrice ou l'extrême droite catholique, Tolkien lui-même étant proche de la droite conservatrice catholique. Ce qui est amusant, c'est que dans la vidéo de Bolshevik, il expliquait que Tolkien avait intéressé les hippies aussi car il y avait un aspect un peu païen.
Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, ouais, c'est un peu vieux, je t'avoue, je l'ai mis dans le chat là, du coup, le lien de la vidéo. Mais en fait, ce qui est frappant, c'est que l'aspect un peu païen qui, à mon avis, qui, à mon avis, n'est pas la vision que Tolkien a voulu mettre, mais qui a pu être lue par pas mal de gens, ça a aussi fait partie de ce qui a fait que l'extrême droite néo-païenne a adoré Tolkien, Mhm. dans lequel, en gros, ils ont vu un grand récit mythique européen païen. Oui, qui est généralement enfin, sur les nationalistes, le mythe de la vieille France où tout allait bien, etc., avant que les républicains viennent foutre la merde. J'arrive plus à parler, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est le grand récit national, on va dire, des nationalistes, tout simplement. Euh, oui, là, avec l'aspect récit et avec l'aspect dans l'extrême droite néo-païenne, une très forte hostilité au christianisme qui est centrale chez eux. Et donc, la nécessité en fait, d'avoir un récit qui retrouvait l'Europe pré-chrétienne et qui, dans leur optique, le Seigneur des Anneaux est l'incarnation des mythes européens pré-chrétiens. D'accord. Ah, je les connais un petit peu moins. Bon, vu que l'heure vraiment avance, je te propose de passer aussi à la question. On n'a pas encore trop parlé de la religion chez Tolkien, qui est quand même aussi dans le titre de cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait la religion chez Tolkien? Donc, il est catholique, j'imagine. Tolkien est catholique. Ouais. Sa foi est, à mon avis, fondamentale dans sa vision du monde. C'est ce qui oriente d'abord sa vision du monde. Et en fait, à la fois dans Le Seigneur des Anneaux, il ne parle pas directement de sa foi, mais sa structure, à mon avis, par exemple, à la fois sur l'hostilité à la guerre, sur l'hostilité à la modernité, sur l'hostilité à la peine de mort. Il y a plein d'endroits où ça structure. Ou même, par exemple, sur Gandalf comme figure du prêtre. Moi, le parallèle qui me vient comme ça un peu immédiatement, c'est que quand on parle de religion et de un peu de retour dans le passé, forcément, c'est quelque chose qui va se confronter à la science. Et donc, pourquoi pas le prendre dans cet angle-là? Parce que la science, bon, on est dans un monde heroic fantasy, donc la science, c'est un peu la magie, si je dis pas de bêtises, bien entendu. Bah, il y a forcément des armées, il y a forcément de la forge, et il y a tout un tas de techniques qui existent, mais bon, ils ont de la charrette, mais ça s'arrête un peu là, clairement, pour ce qui roule, on va dire. Comment pourrait se structurer une pensée de Tolkien autour de la science et donc de ce que tu expliquais à l'instant, la religion? Et je dirais que pour Tolkien, comme pour Lewis, l'auteur de Narnia, qui était très proche de Tolkien, il n'y a pas de contradiction du tout entre la science et la religion. Et par contre, là où ça joue, c'est sur l'hostilité de Tolkien et de Lewis, même si différemment, justement à l'aspect monde moderne déshumanisé, qui est justement vu pour le coup comme un monde scientiste sans âme. En gros, je pourrais dire qu'en effet, quand on parlait de science et magie, en fait, justement, pour Tolkien, Saruman se met à voir le monde comme totalement sans âme et sans spiritualité. Et donc, Saruman, en fait, se met à faire de la science au sens technique mécanique. Mhm. Saruman, par exemple, fait exploser de la dynamite. Oui, puis ils brûlent des forêts, puis créer des super structures pour créer des super armées rapidement. Il y a ce truc-là avec les Urukai qui sont on va dire des orques ou un peu boostés et transformés à ses besoins, qui, si je dis pas de bêtises, de mémoire, est capable de produire très rapidement. Oui. Et puis aussi, il invente, Saruman, c'est pas clair s'il invente, mais il a de la poudre noire. Oui, bah, qui est très importante pour notamment le siège du gouffre d'Helm, puisque ça renverse un peu la bataille à un moment. Mais donc, c'est pas une opposition entre science et encore moins entre magie et religion. Par contre, c'est une opposition entre, je dirais, monde en effet structuré par la foi
et monde vu comme totalement sans âme et déshumanisé. Mhm. Et ce qui devait donc, je pense, que c'est une vision qui ressort donc de la, à la fois de les techniques. On a bien vu la Première Guerre mondiale, c'est une première guerre technologie très forte, hein, enfin où plein de choses ont été développées. C'était du massacre vraiment à ultra grande échelle qui a été inconnu de l'humanité jusqu'à ce moment-là. Et je pense aussi une je vais pas dire de bêtises, hein, je vais pas faire des lieux communs ou sans forcer des portes ouvertes, pardon, ou etc. Mais en gros, il devait y avoir ce côté, je pense, avoir l'évolution de la société, je dis n'importe quoi, mais voir arriver des bagnoles, se transformer les villes en bitume, des choses comme ça, qu'il n'aimait pas. C'est une question, hein. Et d'ailleurs, il en parle à certains moments. Par exemple, Ah, je t'entends plus, Alexei. Alexei? là, est-ce que c'est bon? Ouais, là c'est bon. À un moment, il explique que, par exemple, il parle de la destruction de forêts pour permettre une voie de voiture plus importante. Et il explique que ça devrait le définir comme conservateur, même si son adversaire en chef est un membre du conservateur, Mhm. qu'il met entre guillemets pour son opposant. Et je dirais qu'sur l'aspect sur la religion et Tolkien, je pensais à Numénor, où ça a été enlevé dans la série, bon, qui à mon avis a pas mal bousillé des potentialités intéressantes, mais en termes de scénario. Mhm. En fait, un Numénor, justement, quand Numénor part en mode full impérialiste, en même temps, Numénor se détourne des Valar. Et en fait, il y a quelques Numériens qui refusent de se détourner des Valar et des Elfes, et qui refusent tout le trip en mode allons conquérir les autres pays et faire des sacrifices humains géants. Et en fait, ceux-là sont appelés les fidèles. À la fin, ils arrivent à échapper sur des bateaux au déluge, car ils sont prévenus à l'avance. Et en fait, avant, ils subissent une persécution religieuse assez forte, Mhm. et qui pour Tolkien est marquée en fait par les persécutions qu'ont subies les catholiques en Angleterre, jusqu'en 1950, ou 1900, ça dépend. Il y a d'autres influences, mais clairement, c'est assez central, car le fait que Tolkien, ça je l'avais pas, Tolkien est catholique. Or, les catholiques en Angleterre sont une minorité religieuse. D'accord, je savais pas. Ah bah C'est-à-dire oui, les protestants, l'Angleterre, je suis con. Si, je savais, je suis con. Non, non, oui, oui, bien sûr. mais c'est aussi structurant, c'est-à-dire Tolkien à la fois est chrétien et c'est structurant dans sa vision, et il est chrétien d'une branche minoritaire du christianisme. D'accord. J'ai Euh, j'ai une question dans le chat qui me semble assez intéressante de Haïm qui dit il y a une opposition outil-machine chez Tolkien qui rappelle Lewis Mumford. Est-ce que ça fait partie des influences de Tolkien? Quel auteur? Lewis Mumford. Je connais pas, moi, j'avoue. Enfin, là, comme ça me dit rien. Ah, apparemment, Haïm. Haïm, si tu peux préciser qui est Lewis Mumford dans le chat, on prend. Un peu de musique. Ok. Et c'est vrai que bêtement, dans Seigneur des Anneaux, etc., les hobbits n'ont pas de religion, enfin pas qu'on capte, clairement. Les elfes, leur religion, c'est les Valar. Les nains, je saurais pas trop dire. Et les humains, Les nains, enfin, les nains, c'est les Valar aussi, et ok. les humains aussi. En fait, ça reste, il n'y a pas de clergé ou. Oui, c'est ça. Par contre, par contre, en effet, il y a une reconnaissance très forte des Valar et puis d'Ilúvatar qui dirige les Valar et qui est discrète mais présente. Par exemple, au début du livre, il y a Frodon et les autres hobbits qui sont pourchassés par un Nazgûl, un cavalier noir. Mhm. Et à ce moment-là, il y a des elfes qui arrivent et le cavalier noir va s'enfuir pour éviter d'affronter les elfes. Et en fait, ce que les elfes vont chanter, c'est un hymne à l'une des Valar.
qui est très beau et qui est clairement un hymne religieux. Donc c'est discret sauf sur Nimnor. Pour Nimnor, c'est moins discret parce que pour le coup, il y a une persécution religieuse des mais c'est toujours présent en filigrane. Putain, je m'étais coupé, désolé. C'est quand je fume ma clope électronique, j'aime bien couper le truc. Je reprends. Pardon, je suis là, je suis là, je suis là. Je reprends ma question. Bah, en plus, elle était longue. Ah, elle était longue. Bon, bah, tant pis, je devrais couper. C'est sur la fin. Attends, je vais devoir faire plein de coupures, plein de remontages. Ah, c'est ma faute. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Je disais donc. Oui, donc dans ta réponse, Alexei, effectivement, je me suis rendu compte que je savais déjà que les Valar étaient effectivement les déités, enfin les choses entre guillemets vénérées, mais c'était comme tu l'as dit, l'absence de clergé qu'on ne voit pas dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'institution religieuse qu'on voit par exemple très bien dans Le Trône de Fer, puisqu'on a le culte des sept. Des sept dieux anciens, etc. Et entre les anciens et les nouveaux, on voit des églises, enfin ce qui se rapporte à des églises du monde réel. Et je trouve qu'on ne voit pas c'est vraiment quelque chose qui n'est pas présent à part via des chants ou des rites un peu qui passent comme ça, mais pas de structure enfin de choses qui structurent la religion au sein du monde Tolkien. Je sais pas ce que t'en J'aime penses. Oui, je suis entièrement d'accord. Et je me demande si en un sens, ce n'est pas parce que pour Tolkien, justement, il y a un aspect dans le monde de la Terre du Milieu, soit dans le cas des elfes Noldor ou du Gondor, ils ont un rapport compliqué aux Valar et à Ilúvatar, qui est du coup Dieu au-dessus des Valar. En fait, les Valar sont les intercesseurs d'Ilúvatar. Mhm. Et ensuite, pour le cas de Numnor, qui est celui où l'on parle le plus, il y a l'aspect que la religion a un aspect très, en fait, tellement naturel qu'il n'y a pas vraiment besoin de clergé. Je donne un exemple. Point d'édifice, point d'autel dressé là, pas même un amoncellement de pierres brutes, c'est sur le mot sacré. En tous ces jours de grâce, les Numnoriens ne possédèrent nulle semblance de temple, ce jusqu'à la venue de Sauron. Au flanc de la montagne sacrée, personne jamais ne devait manier d'outils ou d'armes, toujours le rapport aux armes. Mhm. Personne ne pouvait prononcer une parole sinon le roi. 3 fois l'an, le roi parlait, offrant à Eru Ilúvatar. Eru Ilúvatar, ça veut dire Ilúvatar l'unique. Mhm. Des prières pour l'année à venir, les premiers jours de printemps, des louanges à la mi-été et des actions de grâce la fin de l'automne. En ces 3 temps, le roi gravissait la montagne à pied, suivi d'un grand concours de peuple vêtu de blanc, mais silencieux. Les gens avaient liberté de grimper au sommet seuls ou de compagnie, mais le silence était tel que même un étranger ignorant tout de Numnor n'aurait point osé hausser la voix s'il se trouvait transporté en ce lieu. En fait, ce Ok. qui est décrit là, c'est une religion, pour moi, Mhm. mais en effet, où il y a l'aspect, en fait, c'est tellement naturel qu'il n'y a pas besoin de la formaliser. Ouais, c'est ça. Et moi, ça m'a fait poser une autre question du coup dans ma tête que j'ai déjà oubliée. Merde, je vais pas la retrouver. Le non, bah non, j'ai oublié, ça y est, forcément. Je devrais prendre des notes en même temps. Je suis pas sérieux, je suis pas un host sérieux d'émission. Si vous avez... Mais c'est Merci des Alexei. informations super. Euh, alors, on est arrivé au bout de l'heure. Je suis censé passer avec Alexei. Je me donne un peu un temps parce que je sais qu'aussi je connais mes limites pour les discussions, donc j'essaie jamais de trop les pousser. Et si elles deviennent trop longues, je sais qu'à un moment mon cerveau va plus suivre.
Parce une petite énergie, etc., et que ça se développe. Si vous avez des questions dans le chat, on va continuer à discuter un peu avec Alexei, mais si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment. Sur des questions aussi précises sur un aspect politique ou religieux qui vous viennent en tête, n'hésitez pas. Vraiment, l'antenne passe à vous. Et c'était quoi? Elle était bien ma question, elle était bien en plus, j'étais content. J'ai pas la retrouver. J'ai pas la retrouver. J'ai pas la retrouver. Le thème de la discussion, Fogizimo, c'est influence politique et religieuse chez Tolkien. Voilà, c'est la semaine Tolkien, donc forcément on discute un petit peu de ça. Enfin, forcément. Point de vue influence. En tout cas, tout à l'heure, un nom avait été dit par Aleim dans le chat. Et en fait, on s'est rendu compte que Munford, en fait, était pas trop un contemporain de Tolkien, donc ça n'a pas pu être une influence pour Tolkien. Son travail est arrivé après. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'était du coup, Ensuite, en effet, sur l'opposition entre outil et machine, je dirais qu'en effet, pour Tolkien, il y a un très profond respect envers l'outil, vu comme le moyen par lequel les hommes, ou dans l'univers Tolkien, les elfes, les nains, etc., améliorent les outils. Et il y a l'aspect qu'en fait, la machine est une excroissance de l'outil, qui elle est mauvaise car elle rompt le lien avec, en gros, la machine fonctionne toute seule. Et c'est les hommes qui se soumettent à la machine, alors que c'est l'outil qui aide les hommes. Mhm. Et il y a chez Tolkien une conscience du lien entre outil et machine, au sens où à la fois les outils sont très honorés, l'outil chez Tolkien est très honoré, à l'exception des armes, mais qu'en même temps il y a l'idée que, en effet, par exemple, c'est avec les outils que Fëanor forge le Silmaril, ou que les anneaux des pouvoirs sont forgés, ce qui va permettre à Sauron de forger l'anneau unique. Donc, il y a quand même l'idée que l'outil déjà est un peu dangereux. L'outil est à la fois très beau, très utile et Mhm. dangereux car il peut se transformer en machine et car il est à la source de la machine. Oui, c'est ce qui se passe, parce que si je me souviens un peu l'histoire des anneaux de pouvoir, en gros, ouais, c'est un peu. Je crois que même à un moment, Sauron, ouais, il fait un peu le gentil, il fait style, ouais, est-ce qu'on peut faire mes anneaux, etc. Alors qu'il ben, il fourbit son plan, hein. Vraiment, tu me coupes si je dis des bêtises, mais de mémoire, c'est ça. Et Seulement ça. ouais, c'est ça, donc il fait, ah ouais, bon, ouais, en fait, bah, je vais vous faire des jolis anneaux, regardez, c'est cool. Mais il a besoin de l'aide, il a besoin d'aide pour les faire, hein, de mémoire. Et effectivement, il va utiliser faire construire des trucs un peu fatos pour arriver à son but et créer ses super armes concrètement. Oui, en fait, en fait, il veut créer l'anneau unique Mhm. qui lui permet de contrôler les possesseurs de tous les autres anneaux de pouvoir, hein, et d'avoir un pouvoir démultiplié. Et pour ça, il va dire aux humains, aux nains et aux elfes, si jamais on crée des anneaux ensemble, qui vont permettre de faire plein de trucs cool. Et il leur crée des anneaux pas très puissants. Et grâce à ça, il acquiert le savoir qui va lui permettre de créer l'anneau unique. Ouais, c'était ça de mémoire. J'ai retrouvé ma question qui t'est passée par la tête et que j'avais oublié tout à l'heure. Euh, En fait, ce qui est intéressant, du coup, enfin, c'est peut-être entre guillemets, ça pourrait être une faiblesse peut-être de l'univers Tolkien, c'est que on a un dieu unique et ses anges et ses méchants, ils sont Lucifer et puis toutes les histoires qui en découlent. Par contre, aucune autre terre, etc., de ce monde, univers-là, n'a développé a priori d'autres. Enfin, ils ont l'air extrêmement conscients en fait du fait, ben ouais, on a été créé comme ça, on sait qu'il y a les Valar. C'est pas forcément une croyance, puis c'est quelque chose en plus qui se manifeste via les méchants, via Sauron et Morgoth, qui en sont des directs descendants. Et donc, ça manque, je trouve, peut-être un petit peu de multiculturalisme religieux. En fait, je dirais que ça va avec l'aspect justement, quand je parlais de naturalité de la religion. Il n'y a pas besoin de clergé parce que tout le monde, en fait, dans la vision de Tolkien, et là, je vais aussi parler un peu en tant que croyant. En fait, Tolkien est croyant. Pour Tolkien, donc, et c'est logique avec le fait d'être un croyant en considérant que, en fait, que sa religion est vraie au sens
c'est elle qui décrit ce qu'est Dieu. Et donc, en fait, dans le monde secondaire qu'il fait, tout le monde sait que c'est la vraie religion, au sens c'est totalement naturel. Ce qui ne veut pas dire les gens peuvent choisir de rejoindre Lucifer, Satan, Margot Sauron, ou Iluvatar, Dieu, ou d'ailleurs d'être en mode ne pas rejoindre Sauron, Morgoth, mais se conficher d'Iluvatar et faire et accumuler des trésors pour les mettre dans ce tombeau que fait Numenor avant Sauron. Mais en effet, pour le coup, l'univers de Tolkien est un univers où en fait les gens savent ce qui est pour Tolkien la vérité religieuse. Oui, c'est ça. C'est pas Si, ouais, tout à fait. Bah oui, c'est ce qui est clairement dit. Bah, de toute façon, quand t'as Méga Diable qui vient te mettre des coups d'épée dans la tronche, ouais, forcément, t'es un peu. Ça remet pas trop en cause tes croyances. Là, je reviens sur quand on parlait de multiculturalisme religieux. En fait, je pense que pour le coup, là où il y a une différence, c'est au sens, là, le multiculturalisme, c'est peut-être que je dis des bêtises, mais au niveau des cultures, c'est il y a différentes cultures qui existent. Des gens peuvent penser que leur culture est meilleure au sens est mieux, mais ça ne voudrait pas dire que ça n'implique pas que les autres cultures n'existent pas. Mhm. Même les gens qui sont dans la logique la plus suprémaciste ne considèrent pas que les autres cultures n'existent pas. Ouais. Ils considèrent qu'elles sont méga inférieures. Alors que dans une vision religieuse, et là je le dis même en tant que croyant, si jamais par exemple tu considères que Dieu existe, qu'il est unique, qu'il s'est incarné et qu'il laisse le libre arbitre aux hommes, si Dieu s'est incarné, ça ne fait pas dire que Dieu ne peut pas s'être incarné. Il ne s'est pas incarné, tu vois ce que... Ouais. C'est plutôt A ou B. C'est-à-dire que Ouais, Dieu ouais. existe, où il y a plusieurs dieux qui existent et qui forment une famille, Mhm. ou encore Dieu laisse la liberté aux hommes, ou Dieu ne laisse pas la liberté aux hommes. Mais ça ne peut pas être, ce sont deux cultures religieuses. Je sais pas si je suis clair. Ouais, si, je comprends. Je pense que ça comprend aussi dans le chat. Si, je comprends tout à fait. Et je pensais, de ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense qu'on pourrait plus comparer la religion, même s'il y a un aspect encore moins de possibilités de multiculturalisme, à ce qu'on pourrait dire en entre guillemets, multiculturalisme politique. C'est-à-dire quand un libertarien et un marxiste-léniniste considèrent d'un côté que le marché va permettre et de l'autre l'État, c'est en gros des deux côtés, il y a l'aspect le fait d'avoir raison et le fait d'avoir raison. Ouais. C'est pas ma vision spécifique du monde, je sais pas si je suis clair. Si, je comprends tout à fait. Enfin, toute une des questions pour moi de la démocratie et de est-ce qu'elle arrive à fonctionner ou non, étant d'arriver justement à médier les relations pour que les gens aient des manières de trancher ces différences sans se mettre sur la gueule en se tirant dessus. C'est mieux. J'ai pensé à quelque chose dont on n'a pas parlé. Ouais. Sur la vision qu'a Tolkien des relations hommes-femmes. Oui, c'est vrai que tu avais noté ça. On peut finir là-dessus si ça te convient, Alexei. En fait, du coup, Tolkien, en fait, il y a Tolkien. Je pensais au couple Éowyn-Faramir. Mhm. Éowyn, à la fois, en fait, Éowyn, elle a une énorme, en fait, du coup, sur Tolkien, justement, il y a Éowyn vit dans l'univers des Rohirrim, qui est un univers, du coup, anglo-saxon du 8e siècle, clairement sexiste. Éowyn, en fait, en est très consciente. Et en fait, à la fois, elle est dans une logique, du coup, où elle adhère totalement aux valeurs de sa société, qui sont, du coup, ce qui fait l'honneur, c'est de se battre. Et où, du coup, elle est triste de ne pas pouvoir le faire. À un moment, elle parle avec Aragorn, où elle dit, serais-je toujours choisi? Serais-je toujours laissé derrière quand les cavaliers partent pour m'occuper de la maison, tandis qu'ils acquerront du renom et trouveront de la nourriture et des lits à leur retour?
Un temps peut venir bientôt où nul ne reviendra, dit-il. La valeur sans renom sera alors nécessaire, car personne ne se rappellera les exploits accomplis dans l'ultime défense. Les exploits ne sont pas moins vaillants pour n'être pas loués. Et elle répondit, toutes vos paroles n'ont d'autre but que de dire vous êtes une femme et votre rôle est dans la maison. Mais quand les hommes seront morts au combat et à l'honneur, vous pourrez brûler dans la maison car les hommes n'en auront pas besoin. Mais je suis de la maison d'Éorl et non pas une servante. Je puis monter à cheval et manier l'épée, et je ne crains ni la souffrance ni la mort. Et du coup, qu'est-ce que tu tires de cet extrait? En fait, de cet extrait à ce moment-là, en fait, Éowyn est dans une logique, Éowyn est dans une critique de l'aspect, patriarcal de la société Rohirrim, mais en même temps dans une adhésion totale à cet ethos guerrier. Et ce qui est intéressant avec Tolkien, c'est que Éowyn, en fait, elle va être amoureuse d'Aragorn, même si elle n'est pas vraiment amoureuse d'Aragorn, c'est parce qu'il est roi et très puissant. Et en fait, après, elle va se mettre à elle va être en couple avec Faramir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, elle et Faramir ont un aspect à la fois de complémentarité important dans la doctrine catholique, mais et en même temps un aspect de normes de genre peu rigide. En fait, c'est Éowyn qui est sur tout un discours sur ce qui compte, c'est l'honneur et la guerre. Et Faramir qui est dans un discours, il y a autre chose que la guerre et la mort héroïque, dont il va réussir à convaincre Éowyn. Alors qu'avant, Éowyn elle est dans une logique qu'on peut définir comme quasi suicidaire. Elle demande à plein de fois est-ce que je pourrais sortir pour rejoindre l'armée toute seule, alors même que l'armée est déjà partie et que ce sera un suicide. Et donc, en fait, pour moi, il y a chez Tolkien, en fait, à la fois une très forte lucidité sur l'aspect, justement, logique, héroïque, classique, médiéval, et une très forte critique de la logique entre guillemets purement héroïque vers Bourrine. Je sais pas si je suis clair. Ouais, si, de ouf. Et oui, et de toute façon, la notion de couple, souvent de couple impossible, etc., est très présente chez Tolkien. On a bêtement Arwen, merde, comment il s'appelle, Arwen, Aragorn, et puis dans Silmarillion, c'est plein d'histoires comme ça, ultra connues. Je crois qu'ils avaient même prévu d'adapter à un moment une des plus connues, je sais plus comment elle s'appelle. Beren et Luthien. C'est ça, c'est Beren et Luthien, voilà, qui est une des qui est un des trucs les plus connus aussi de Tolkien, à côté du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, quoi. Et oui, tiens, bonne Naya dit dans le chat que ce sont effectivement deux personnages qui semblent très progressistes dans cet univers. Qui, Faramir et... Ouais, Faramir et Oed, c'est vrai. Ouais. En fait, en un sens, oui, et en même temps, ça correspond, en tout cas dans Faramir, et donc sur la vision de la masculinité, à mon avis, à des potentialités dans la vision catholique tolkienne. Où il y a en effet, en fait, notamment un rejet assez fort, en fait, où il y a un rejet de la guerre pour elle-même, et qui du coup induit un certain nombre de choses. Si la guerre en elle-même n'est pas bonne, c'est qu'il y a d'autres choses importantes. Il y a autre chose par rapport à Éowyn qui est intéressant, puisqu'à un moment, en fait, bon, elle fait sa guerre, elle tue, un gros coup, elle tue le roi des Nazgûl, quoi. Et après, elle elle se fait soigner, ou elle soigne, non, elle se fait soigner par Faramir, et puis elle fait maintenant je vais prendre homme et prendre une maison, et elle fait tout un monologue là-dessus en disant je vais me caser, quoi. D'ailleurs, c'est comment elle s'appelle, c'est Lindsay Ellis dans une de ses vidéos qui relève ça, quoi. Qui a fait des super vidéos, c'est en anglais, sur plein de choses, dont Tolkien. Et c'est vrai qu'on a un personnage on a une femme guerrière indépendante, qui tombe amoureux un peu du beau gosse du quartier qui est Aragorn. Ça marche pas.
qui va à la guerre et puis qui à la fin fait bon bah voilà là bah, j'étais faux folle, enfin pas faux folle mais bon bah c'était avant, j'ai me caser maintenant quoi. Là où je ne le lis, Je crois que je t'entends plus Alexei. oui, dis-moi, je voudrais juste lire un ou deux des extraits sur. Du coup, au début, Éowyn ordonne non, enfin demande à Faramir d'ordonner au médecin de la laisser partir. Mhm. Faramir dit que je suis moi-même à la garde du gardien, je n'ai pas encore pris en main l'autorité dans la cité, mais lui-sais-je fait que j'écouterai encore son avis, sauf en cas de grande nécessité concernant les malades comme nous deux. Lorsqu'elle dit mais je ne désire pas guérir, je voudrais aller à la guerre comme mon frère Éomer, ou plutôt comme Théoden le roi, car il est mort, et il a en même temps l'honneur à la paix. Et ensuite, du coup, Faramir, du coup, ils échangent pas mal. Faramir, du coup, il commence à lentement tomber amoureux l'un de l'autre. Et à ce moment-là, ce que dit Faramir, c'est en fait, ce qu'il dit, c'est vous désiriez, du coup, il demande à Eowyn est-ce qu'elle l'aime. Elle, ce qu'elle dit, c'est je souhaiterais être aimée d'un autre, mais je ne désire la pitié d'aucun homme. Cela, je le sais, vous désiriez la mort du seigneur Aragorn, parce qu'il était haut et puissant, et que vous désiriez avoir renom et gloire à être élevé bien au-dessus des êtres mesquins qui rampent sur la terre. Et il vous paraissait admirable comme un grand capitaine à un jeune soldat, car c'en est un, seigneur parmi les hommes. Mais quand il ne vous donna que compréhension et compassion, vous ne désirâtes rien plus qu'une mort vaillante au combat. Et après, en fait, elle lui dit, c'est à mon avis ce à quoi la vidéo fait référence, je ne serai plus une vierge guerrière, je Mhm. ne le discuterai plus au grand cavalier, et je ne trouverai plus la joie dans les seuls champs de massacre. Je serai guérisseuse et j'aimerai tout ce qui pousse et n'est pas stérile. En fait, moi, là où je ne le lis pas comme l'aspect de Skazé, c'est que je lis Faramir comme étant dans cette conception guérisseuse de la société, et que ma vision, c'est qu'en fait, il sort Éowyn d'une conception guerrière militariste et quasi suicidaire pour lui montrer qu'il y a d'autres possibilités. D'accord. Je sais, D'accord, je sais pas. si, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est effectivement, c'est une lecture qui change beaucoup de, on va dire, la citation que j'ai fait, la vidéo de Lindsay Ellis. Mais Euh, ensuite, je vois très bien comment ça peut être vu comme cela. Bah, c'est vu du côté féminin, du coup, c'est Lindsay Ellis en tant que femme. Va à cette lecture. C'est vraiment, elle en parle beaucoup pendant toute sa vidéo. Enfin, c'est pas la vidéo tourne pas autour que de ça, de cet extrait, c'est autour de plein de choses. Et c'est généralement autour de la représentation. Elle travaille beaucoup sur la représentation en général de personnages, etc. Et forcément, elle a un angle féministe, et l'angle féministe va aller dans le sens quelle représentation de la femme on a dans Tolkien, et notamment elle prend cet exemple d'Éowyn, qui de son côté, elle dit ouais, ben voilà, ouais, je vais me caser, elle fait un peu une blague autour de ça. Alors que c'était justement une représentation forte au sein de Tolkien, justement de femme guerrière, mais ça c'est entre guillemets forcément de nature son point de vue. Mais moi j'avais bien aimé, etc. Parce que notamment elle fait ça de manière à la fois ludique et très drôle et très intéressant. Il faudra que je vois la vidéo. Je pense que c'est vrai, mais qu'en même temps, pour Tolkien, l'aspect femme gay, en fait, l'aspect guerrier est codé négativement. Mhm. C'était l'aspect purement guerrier. Et je pense que pour Lindsay Ellis, ben, c'est plutôt quelque chose qu'elle trouve de positif dans cet univers-là. Surtout qu'on voit bien quand on regarde Le Seigneur des Anneaux, même les films, et puis même en le lisant, hein, alors on va pas trop partir là-dessus, mais on refera une émission là-dessus. La place de la femme dans Le Seigneur des Anneaux, on voit bien que finalement, sur Le Seigneur des Anneaux, il y a Galadriel, Arwen, Éowyn, et c'est tout, je crois. Après, c'est des figurants, si j'oublie personne. Et même quand on regardait à l'époque le making-of, le gros making-of du gros DVD, enfin version longue du Seigneur des Anneaux, à un moment, les actrices donc, qui jouent ces trois personnages disent, enfin l'une d'entre elles dit
Oui, ben, quand on est arrivé sur le tournage, on avait quelques jours de tournage parce qu'elles ont, en plus, elles ont pas, certaines n'ont pas énormément de scènes. Bah ouais, on était chez les mecs. Enfin, c'était vraiment ça. Et voilà, c'est à relever, je trouve. Et pour le coup, je suis entièrement d'accord. En C'était, fait, Tolkien à la fois a très peu de personnages féminins. Par contre, il arrive à faire des évolutions très intéressantes à certains des personnages. oui. Je pensais il y avait Owen, mais même quand on parlait de Beren et Luthien, Luthien est le seul personnage qui n'est pas un Valar, hein, qui va réussir en tout cas, à endormir magiquement pendant quelques secondes Morgoth. Mhm. Mais donc, qui va un moment ne pas, qui va quasi, oui, on peut dire qu'il va gagner face à Morgoth, Luthien. Pas gagner au sens arriver à vaincre Morgoth, Ouais. parce que, mais quand même, le seul autre qui va affronter Morgoth, c'est le roi des Noldor, hein, et lui, il va réussir à ne pas mourir pendant 4 heures dans le duel, avant de se faire exploser. Le truc, c'est que je pense d'un coup, c'est ouais, je sais d'un coup, c'est la vidéo me revient forcément comme toujours, tout me revient pendant que je parle généralement. C'est aussi que ça vient du fait qu'il y a une super scène dans Seigneur des Anneaux et que tout le monde apprécie, je pense. C'est bah, je spoil rien du tout forcément. C'est que quand le roi des Nazgûl fait aucun homme ne peut me vaincre, et elle lève son épée, enfin lève son casque comme ça, scène trop cool, et elle fait je ne suis pas un homme, puis elle le défonce. Et je pense que d'un point de vue empowerment féminin, je suis pas femme, etc. Donc je n'ai pas valeur non plus à parler à la place. Il me semble que d'un point de vue empowerment féminin, à ce moment-là, tu fais yeah, tu étais en mode ouais, meuf, vas-y, tu sais, vas-y, et à un côté, voilà, bah, empowerment tout court. Et si ensuite on voit la scène suivante, elle fait bon, eh ben maintenant je serai guérisseuse et je prendrai soin des plantes, etc. Tu fais ouais meuf, on aime bien quand tu exploses des rois sorciers à coups de sable dans la gueule, ça nous éclate bien. Et je comprends qu'on puisse, j'entrevois très bien qu'on puisse se dire ouais bon bah effectivement elle va s'installer quoi, elle fait bon bah elle a fait sa guerre, etc. Peut-être ça vient aussi de l'adaptation du Seigneur des Anneaux qui Ah pousse dans non, ce sens. la scène est la même la scène est la même dans le livre, hein. Oui c'est vrai, c'est Avec vrai. la même force d'ailleurs. La scène est magnifique. Dans le livre, c'est vu d'ailleurs du point de vue de Merry, Oui, c'est vrai. le Hobbit, qui va en fait qui va être l'autre qui va tuer le roi sorcier vu qu'il n'est pas non plus un homme, vu que c'est un Hobbit. Et ça joue sur les mots. Et, et, et du coup, euh, et du coup, Merry en effet, là, quand il voit Éowyn, la scène est ultra épique. Je l'ai lu il y a longtemps, je l'ai un peu oublié. Enfin, j'ai oublié ce passage, je me souviens forcément plutôt bien du livre, mais voilà. Écoute, Alexei, ça va faire. On va toucher les 1h30, donc je pense qu'on va s'arrêter. Pour que je puisse d'ailleurs lancer le film suivant qui dure un peu longtemps, donc je veux pas me coucher trop tard. Donc, est-ce que tu as un dernier petit mot à dire pour tous les gens qui t'écoutent? Euh, juste, si jamais, c'est juste sur Tolkien a après influencé plein d'auteurs. Et là, je pense par exemple au Sorceleur, au Prince d'Ignorant. Et en fait, si jamais, mon idée, c'est que j'ai toujours l'impression que les interprétations les plus les auteurs les plus intéressants qui ont adapté Tolkien ont été ceux qui ont pris Tolkien dans des sens très différents et que parfois il n'aurait pas du tout approuvé, je pense, mais en étant quand même fidèle aux éléments de base qu'il a donnés, par exemple sur les elfes. Pour moi, le sorceleur est très fidèle aux elfes de Tolkien en voyant la focale différemment. Et donc, si jamais vous voulez découvrir Tolkien sous une forme un peu moins high fantasy manichéenne, je vous conseille totalement Les Enfants de Urine. Ok. Si vous avez aimé soit Le Trône de Fer, soit Joe Abercrombie, je vous conseille vraiment Les Enfants de Urine. C'est- Et sinon, j'espère que ça vous a intéressé. Bon, en tout cas, il y avait du monde et ça papotait bien dans le chat, donc c'était cool. Je prépare tranquillement le film pendant qu'on finit de discuter. Et merde, j'ai encore pensé à un truc que j'étais content de dire, mais que j'ai déjà oublié. D'ailleurs, ben, sur les enfin, sur ce qui a influencé Tolkien aussi derrière, il y a George R. Martin qui avait dit, c'était très intéressant, que s'il avait, que pour lui l'erreur de Tolkien, c'était d'avoir laissé en vie, enfin d'avoir fait ramener en vie Gandalf en fait.
Et moi, je vais plutôt dans le sens de George R. R. Martin, dans le sens où je trouve aussi qu'on aurait, que, comme il le dit très bien, je fais que le paraphraser là, que la mort de Gandalf était vraiment un choc d'une force inouïe dans la communauté de l'anneau. Euh, et de l'avoir fait revenir, il y a presque un côté Disney 2022, c'est-à-dire personne ne meurt jamais vraiment, etc. Et ça enlève effectivement de nature un peu la force, même si effectivement tout ce que fait Gandalf après est ultra intéressant et je veux dire logique d'une certaine manière d'un point de vue d'histoire. Mais c'est vrai que ouais, je pensais voilà à ce qui nous reste et qu'il avait fait une interview là-dessus, je trouvais ça intéressant. J'ai peut-être là-dessus, ça me fait penser à quelque chose, je viens d'avoir ça qui m'est revenu dans la tête, je l'avais noté mais j'avais oublié d'en parler. C'est qu'en fait, le Silmarillion et les enfants de Húrin sont souvent vus comme étant la mythologie de Tolkien et le Seigneur des Anneaux comme étant son roman. Mhm. Et ma théorie a toujours été que le Seigneur des Anneaux a un aspect dans sa construction beaucoup plus récit épique mythologique. Typiquement, Gandalf ne meurt pas, etc. Et qu'en fait, l'aspect fantasy beaucoup plus tragique, Tolkien l'a mis dans le Silmarillion et les enfants de Húrin. Mhm. En gros, les enfants de Húrin, la ville doit tomber et les gens vont se massacrer. La ville tombe. Il y a un aspect il y a un aspect assez tragique d'ailleurs. Ne serait-ce même parce que Turin, le chevalier, du coup, son épée, elle fait comme celle d'Elric. C'est-à-dire, elle tue des gens sans qu'ils veuillent. D'accord. Ah oui, ok. Par exemple. Ah ouais, ok. Je Oui, vois. par exemple, on a un personnage qui est son meilleur ami, qui est hyper sympathique, et lui est hyper dévoué. Et il va à un moment se planter alors que son pote vient le libérer, il va le tuer. Avant d'être libéré par un type qui était avec son pote. Mais donc en mode un peu, voilà. Mais donc en effet, et du coup je pense qu'en fait, oui, Tolkien, l'aspect très réaliste de Tolkien l'a mis sur ses œuvres avant Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Ok, écoute, on m'a demandé dans le chat, je sais pas si je l'ai bien, j'ai bien répondu à la question de, c'est qui, de Le Crapaud du Bain, coucou. Est-ce que tu pourras mettre dans le Discord des Intergalactiques la référence aux enfants d'urine ou autre référence que tu souhaites mettre en avant pour les gens qui ont suivi l'émission? Comme ça, ils pourront retrouver un peu, on pourra mettre aussi la vidéo de Bolshoi Geek pour ceux qui l'ont pas vu, même si j'ai mis le lien tout à l'heure. Oui, Urine avec un H, c'est ça, ouais. Et et je mettrai l'article sur Tolkien anti-moderne qui a été très fouillé. ouais. Quand je parlais de Tolkien et du militarisme, en fait, ça peut sembler débile, dit comme ça, mais là, je pense aussi que c'est central. C'est que autant, par exemple, je pense qu'une droite catholique ultra-conservatrice peut se revendiquer de Tolkien assez solidement, Mhm. autant Tolkien, pour moi, et l'antimilitarisme a énormément joué, et ça revient en justice sur Eowyn. Ça fait que Tolkien, du coup, n'a jamais été attiré par le fascisme. Ouais. Ça peut sembler débile dit comme ça, mais en fait, ça va avec justement une ontologie chez Tolkien de, en gros, il y avait dans le manifeste du futurisme, qui était un texte assez important des mouvements de l'avant-garde culturelle pro-fasciste en Italie en 1906. Il y a un moment, cette phrase, nous voulons l'amour et la guerre. Mhm. Et typiquement, là, Tolkien a un blocage total. D'accord. Oui, oui, oui. Je l'avais lu sur C'est-à-dire, ton document, ouais. oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose et qui là-dessus joue sur son rapport à la guerre D'accord. et sur son rapport aussi à justement l'esthétique héroïque. Mhm. Donc, effectivement, bah, on va finir là-dessus, mais je pense que son fils, du coup, Christopher Tolkien, n'aime pas les adaptations de Peter Jackson, et même à peu près toutes les adaptations qui ont été faites de l'œuvre de son père, qu'il a vraiment continué à travailler de fond en comble jusqu'à sa mort. C'était qu'il disait ben ouais on a beaucoup trop d'exaltation héroïque dans ces films parce que ces films ont besoin d'action pour se vendre, hein, faut pas se mentir, et on a oublié un peu la poésie ou peut-être voir même le message d'une certaine manière, et je trouvais ça très intéressant. En tout cas il avait fait j'ai lu un gros article là-dessus qui était très intéressant quoi. Mais je suis d'accord.
Je rajouterais, à mon avis, le film de Peter Jackson avait commencé ça et la série a renforcé d'autant qu'elle s'est beaucoup référée au film. Mhm. Il y a une représentation des elfes et des nains qui, à mon avis, a été beaucoup influencée, surtout pour les nains, par Donjons et Dragons, Oui. et ce qui, du coup, a modifié la vision qu'avait Tolkien. Mhm. En gros, désormais, je pense que dans le trailer de la série, j'avais rigolé. Il y avait les hommes ont leur champ, les elfes Oui. leur forêt, et les nains leur montagne. Et j'ai envie de dire pour Tolkien, les elfes, ils ont d'abord des villes, des champs et une fascination pour la mer et les bateaux. Mhm. On n'est pas trop sur les elfes qui vivent uniquement dans la forêt. Juste sur l'aspect, j'ai retrouvé, c'est dans le manifeste du futurisme, qui est du coup ce texte fasciste, où il y a nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur, les belles idées qui tuent. Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité. Et donc, en fait, typiquement, on est sur une vision où Tolkien est totalement hostile à cette vision. Ok, ben je te propose de finir là-dessus, Alexei. D'accord? Eh ben écoute, Et oui, merci beaucoup. bah je t'en prie. Merci à tout le monde dans le chat pour m'avoir écouté. Je m'excuse encore pour mon retard. T'inquiète, on était tous en retard, le stream était en retard. J'étais, non, non, écoute, il n'y a pas eu de souci, ça s'est très très bien passé, donc c'était cool. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, on se retrouve hors antenne dans une seconde. Je te coupe juste ton son comme ça pose pas de souci. Hop, et tac.